Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entre Proms. En plus, ce soir, on a vraiment un beau petit plateau. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais avant, comme d'habitude, direction notre Proms. Et cette semaine, nous avons choisi de vous présenter, enfin, de vous parler, parce que vous le connaissez déjà, de Mike Lubino, qui est un artiste, auteur, compositeur et interprète. Alors, pourquoi nous avons décidé de choisir Mike Lubino en Proms cette semaine? Il a vu sa carrière prendre son envol en 2007 avec son premier single Prix à mon jeu, et pour ce titre il a reçu le prix de la révélation de la meilleure voix masculine lors de la remise des prix des trophées des arts afro-caribéens. C'est aussi le jeune homme, vous savez qu'en ce moment on parle beaucoup de trap zouk, c'est la musique qui est tendance en ce moment à Paris, et c'est aussi le premier selon ce que j'ai trouvé, mais peut-être qu'il y en a d'autres puisque c'est un style musical avec lequel on joue déjà dans notre département. Donc c'est le premier qui a fait un clip de trap zouk reconnu comme tel quel et qui a été publié sur YouTube. Vous allez voir un extrait tout de suite. C'est aussi un beatmaker, hein. D'ailleurs, il a eu l'idée de mettre des kicks dans la musique du zouk, enfin de faire le mélange. Et il a aussi fait une petite interview. Comme vous savez, on fait des podcasts pour nos proms, comme ça vous pouvez écouter son parcours. Il va vous expliquer tout ça. Il faut aussi savoir que, puisque bien sûr on était obligé de vous mettre cette musique, un prêt à mon jeu. D'ailleurs, moi je suis pressée que le Covid s'en aille pour que je puisse retourner en soirée pour danser sur tout ça. Mais il travaille aussi maintenant avec des artistes canadiennes. Donc dans ces artistes, il travaille avec Kandika, qui est une jeune femme qui a été managée par Alicia Keys. Donc c'est un très bon exemple que nous avons pris pour pouvoir ouvrir notre sujet d'aujourd'hui. Et là, on vous met son clip Prix à mon jeu. Alors voilà, donc notre proms de la semaine, vous pouvez découvrir son podcast bientôt. De toute façon, on va vous mettre toutes ces informations sur les réseaux sociaux. Alors notre phrase, comme vous le savez, notre coach Tony Jazz, hein, qui a fait aussi la musique du président Barack Obama, nous dit cette semaine: n'ayez pas peur de tout recommencer à zéro. Vous ne partirez pas de rien, vous partirez avec l'expérience acquise. Donc c'est sur cette phrase, comme d'habitude, que nous ouvrons notre émission. Alors, est-ce qu'il faut qu'on recommence à zéro? Zébriste, bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir à tout le monde, tous les téléspectateurs. Est-ce qu'il faut qu'on recommence à zéro? Oui. Ça dépend de comment on situe son point zéro. Si on part du point zéro de la genèse pour arriver peut-être à la fin, on peut dire qu'à chaque fois, on a peut-être tous les 10 ans, on a des points zéro, des remises en question. Donc oui, on peut repartir à zéro, mais avec le bagage en amont, quoi. D'accord, alors merci pour la participation à cette émission d'aujourd'hui. Et avec vous, un second artiste, alors là, que tout le monde connaît aussi. Alors c'est Dacha Dollars, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Alors, est-ce que pour notre industrie musicale, on doit recommencer à zéro? Recommencer à zéro, non, puisque c'est avec le passé qu'on construit l'avenir. C'est la phrase qui a été indiquée, toute est parfaite. Il faut apprendre des erreurs du passé, apprendre aussi des bienfaits, des bonnes actions du passé qui sont rarement soulignées, et reconstruire. Et reconstruire. Alors le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est industrie musicale. Quel futur pour nos artistes? Alors, est-ce que vous savez, puisque vous êtes vraiment venu ce soir, hein, parce que vous êtes dans le milieu musical, est-ce que vous savez comment se porte notre industrie musicale actuellement? Natcha, vas-y. Mal. C'est aussi simple que ça. Elle se porte très mal. Il y a beaucoup de failles, on dira. C'est un toit avec beaucoup de trous, donc il pleut et la maison est trempée. Alors, justement, on va parler de ces failles. Quelles sont-elles, ce que vous voyez le plus souvent? Alors, dans mon cas, j'ai été artiste, j'ai été manager, j'ai été producteur. Donc, j'ai un peu vu les différentes casquettes. Aujourd'hui, je suis label manager, ça revient presque à la même chose qu'être producteur. Je dirais que c'est un peu de tout le monde. Les artistes, le public. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on arrive à s'éduquer en termes de business, premièrement, pour qu'on puisse réellement se structurer, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont la volonté de se professionnaliser.
Allez-y, retrouvez-vous légèrement. Il y a beaucoup de personnes qui ont la volonté de se professionnaliser, mais qui restent quand même avec les travers du manque de professionnalisme. D'accord. Après, il y a la réalité économique qui est en réalité la première. Moi, dans mon cas, avec le producteur avec lequel je travaille, on a d'abord élaboré un écosystème afin que ça ait un sens. Donc moi, dans ma perception aujourd'hui, je suis conscient que ce qui rapporte de l'argent dans la musique, ce sont plus les ventes de CD, ça depuis bien longtemps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de stream, mais il faut connaître la réalité du streaming pour comprendre qu'on est très très loin, à des années-lumière d'être rentable. Ensuite, il y a les showcases, les prestations. Donc oui, beaucoup d'artistes vivent là-dessus, quand il y en a. Mais il y a le fait que le secteur de l'événementiel aussi connaît sa crise, même au-delà du Covid. Il y a la réalité où les organisateurs de soirées n'avaient plus forcément non plus besoin d'artistes pour faire fonctionner leur soirée. Avec des DJ qui jouent la même musique que ces artistes peuvent venir chanter en prestation, il y avait moins d'intérêt. Enfin, beaucoup de réalités de ce type. Et justement avec Rico, et de par une idée que je ne peux pas avoir la prétention d'avoir créée, puisque ça fonctionne comme ça aux États-Unis. Pour moi, l'avenir pour certains, c'est de se rapprocher des entreprises et donc de trouver un système qui ferait que la communication que les artistes peuvent apporter aux entreprises puisse être rendue de manière pécuniaire. D'accord. Ce qui aussi pourrait, pour les impôts, alléger ces mêmes chefs d'entreprise. C'est pas négligeable. Voilà. Mais pour répondre à ta question, pour compléter ce qu'il dit, moi ce que je regrette, c'est vraiment le côté artistique. C'est-à-dire que, alors je ne dirais pas qu'il n'y a pas des artistes, c'est pas ce que je dis. Je dis que maintenant, le côté artistique est moindre. Avant, bon, on ne va pas retourner dans l'ancien temps pour dire que c'était mieux avant, c'est pas ça. C'est vraiment un constat. Je me dis que la musique, c'est quelque chose d'éclectique. Donc, chaque artiste, d'accord, a un univers. Et c'est cet univers, effectivement, qu'il faut pouvoir développer autour de l'artiste. Maintenant, la musique se consomme comme du fast-food. C'est très, très, très rapide. Il faut donner l'information très rapidement pour que les gens puissent prendre ça rapidement. Et ensuite, voilà. Donc, je ne critique pas ce qui se fait maintenant parce que je le comprends et c'est aussi une évolution. Mais je me dis que quand même, le côté artistique, si on perd ce côté artistique de chaque artiste, bon, on risque de se retrouver dans une petite déconfiture qu'on se retrouve actuellement. Alors ça me fait penser à un espèce on va dire, de bad buzz dans lequel on s'est retrouvé. Pour les gens peut-être qui écoutent un peu plus du rap, il y a des rappeurs qui ont sorti des albums et le public leur a reproché d'avoir sorti des albums qui représentent vraiment leur style à eux, leur univers. Alors qu'avant, c'était le contraire. Par exemple, les anciens albums de Focli et tout, on aimait les textes, on voulait découvrir l'univers vraiment. Alors que maintenant, les gens, peut-être ils sont trop habitués aux musiques commerciales, peut-être, je sais pas. Alors, c'est plutôt par rapport à Enfin, c'est plus complexe que ça, puisque la consommation a évolué avec l'évolution, tout simplement. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'étais enfant et que j'étais d'ailleurs fan de Zébriste, on avait un album de Focli, un album de Wu-Tang Park. Ils avaient tout le temps de bien travailler un album au studio. Ils avaient aussi tout le temps de vendre un certain nombre d'albums qui pouvaient permettre réellement d'avoir une vraie économie, donc qui pouvaient leur payer le luxe de faire de la musique avec un M majuscule. Alors que depuis Internet, la musique n'a plus la même valeur pour les gens. C'est-à-dire que nous, qu'on avait un album de 10 titres, on n'avait pas besoin d'un clip pour aimer des morceaux de l'album. Aujourd'hui, Internet a permis à diffuser plus largement et plus facilement, mais un enfant, il naît aujourd'hui, la musique, c'est pour lui dire qu'un CD a coûté 10 euros, c'est plus d'actualité. C'est-à-dire que pour tout le monde, la musique, c'est gratuit, limite. Si je vais sur YouTube et puis si j'ai envie, je télécharge. Si je suis dans la voiture d'un ami à moi et que j'écoute un morceau et qu'en fait c'est un morceau qu'il a téléchargé sur YouTube, sur le clip, et que j'ai même l'intro du clip, moi qui suis artiste, je rigole, puisque je me dis, il ne prend même pas la peine de se mettre sur une plateforme de streaming pour... Voilà. Et même s'il se met sur une plateforme de streaming, ça n'aura jamais la même valeur qu'à l'époque. Donc en vrai, aujourd'hui, faire de la musique, c'est plutôt un luxe, faire de la musique avec un M majuscule. Les gens consomment très rapidement. Il y a beaucoup de titres qui sortent chaque semaine, beaucoup d'albums. Donc c'est normal que ceux qui ont le plus de visibilité, le plus de moyens de communication
et qui connaissent un peu plus tous les rouages aussi de l'industrie arrivent plus à vivre que les autres. On dira qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la musique, qui essayent d'en vivre, mais qui sont sous apnée, tout simplement. C'est clair. Et voilà. Donc, un ancien clip. Alors, franchement, quand j'écoute ça aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des paroles qui ont été écrites hier par rapport à la situation. Justement, il y a beaucoup de personnes qui me disent ça, qu'effectivement, apparemment, le son est temporel, quoi. Et ça fait justement, pour parler de son, c'est l'un des premiers sons à thème rebelle, entre guillemets, qui est passé en radio, quoi, et qui a fait ce qu'il a fait à l'époque, quoi. Donc, votez pour moi, ouais, jusqu'à présent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en ai profité pour rechercher un petit peu les premiers mélanges, les premiers mix. Et bien sûr, Dasha ne va pas s'en sortir aussi facilement. Donc j'ai aussi choisi un clip, voilà, que vous allez voir tout de suite. Alors là, c'est du mélange trap R&B un petit peu, qui est sorti en 2015, si je ne me trompe pas. Allez-y, vous allez voir ça. Donc, histoire que vous sachiez que le trap et le R&B, ça existe aussi en Guadeloupe, ça existe aussi, ça se fait aussi chez nous. Alors, ça vous fait quoi de revoir ces musiques? Moi, j'ai été chercher des trucs, j'ai essayé de trouver des petits trucs intéressants par rapport au thème d'aujourd'hui. Ça vous fait quoi de revoir tout ça? Bon, nous, ça nous rajeunit pas, mais ça nous fait du bien aussi. Ça nous permet de voir le parcours effectué aussi. Puisque, comme Yoka dit, longtemps nous là pour longtemps encore. Donc c'est clair ça nous permet de comprendre aussi qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Moi, c'est ce ressenti. Donc quand je vois voter pour moi, il y a certaines personnes il y a des morceaux qui leur collent à la peau toute leur vie, ils ont un problème avec ça. Moi, voter pour moi, comme tu l'as dit, intemporel, et puis on peut le mettre dans 10, 15, 20 ans. Ça parle de taxes, de tout, voilà, exactement. Quoi, voilà. C'est mon ressenti. Après, moi, dans mon cas, je ne m'attendais pas du tout. Oui, mais c'est moi qui ai choisi, voilà. Puisque je voudrais mettre en avant les premiers styles avec lesquels on a joué. Oui. Exactement. En fait, c'est-à-dire que c'était en 2015. En fait, à cette époque-là, j'avais... alors bon, Zébrissi le sait, je suis un peu... en fait, surtout avant, j'étais très productif. Donc, je dois avoir au moins 5 albums sur mon ordinateur. Ouais. Et en fait, à cette époque-là, j'avais fait un projet, Trap. Au début de l'année, je crois que c'était entre janvier et mars. Et comme j'étais assez indécis aussi à l'époque, donc je ne savais pas ce que j'allais en faire, etc. Et puis après, les artistes ont commencé à enchaîner aux Antilles des titres. Il y a eu Lutin, Irielai, il y a eu Bendo de Kalash, il y a eu Tireur d'élite de Psych. Oui. Et en fait, vu que je suis quelqu'un qui n'aime pas suivre... j'aime trouver mon truc, votre sonorité. Voilà. Donc en fait, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. J'ai mis mon projet à côté et j'ai commencé à travailler ce style trap R&B. Ça ne se faisait pas non plus. Donc les Guadeloupéens, si vous entendez un artiste en France dire qu'il faisait ça, vous dites hop, ça s'est fait en Guadeloupe non, avant. Après, j'ai pas la prétention. Peut-être qu'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas qui l'a aussi fait avant. Oui, voilà. on ne sait pas. C'est juste que moi, à cette époque-là, j'étais dans cet état d'esprit et j'ai enchaîné quelques titres de ce genre. Donc, voilà. Bon, en tout cas, ce sont vraiment de bonnes musiques que moi, personnellement, j'ai décidé de choisir, voilà, pour vous présenter, pour les gens qui ne les connaissaient pas, ou bien pour vous les refaire découvrir. J'aimerais qu'on parle de la classification musicale. On a un gros problème depuis Kassav. Comme vous le savez, Kassav était numéro 1 partout. Maldon de Zouk Machine était numéro 1 partout. Alors, à se demander, est-ce qu'en France, peut-être on ne supportait pas que les albums antillais étaient numéro 1 dans tous les classements pendant plusieurs semaines. Donc, la musique antillaise a été sortie de la musique française et est passée dans musique du monde. Est-ce que vous pensez que, moi personnellement, je pense, pour avoir discuté avec plusieurs personnes, que c'est à partir de là où vraiment l'industrie musicale s'est effondrée, puisque les gens ne peuvent pas découvrir les musiques. C'est pas facile de trouver les sons, il y a beaucoup de choses qui changent au niveau de la classification. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je dirais que c'est d'abord un problème plus sociétal qu'au niveau de la musique. C'est-à-dire que je pense que le fait d'être un département d'outre-mer, ça c'est une particularité, mais en France, les Algériens sont en place, les Marocains sont en place, les Africains au sens large sont en place. Et je pense que culturellement, et même on voit ça à travers les clichés, la position que les Antillais ont adoptée par rapport à la France et la culture en soi, pour moi, on est juste à l'impact, enfin on est le reflet, enfin la musique en est le reflet. Voilà. Aujourd'hui, nous, on se retrouve géographiquement dans des zones où on est au milieu de beaucoup d'influences, mais on est beaucoup dans la retransformation
alors qu'on a des bases qui sont à nous et qui ne sont pas forcément utilisées ni développées pour réellement s'exporter en France et venir avec nos bases. Donc il y a beaucoup d'artistes qui... alors tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Oui. Voilà, tout le monde fait ce qu'il veut. Tu fais du dancehall, tu fais du rap, peu importe. Il n'y a personne qui a une obligation de faire de la biguine ou du gros cas. Mais la réalité, c'est que l'Africain, avant Magic System, ils n'étaient pas en place, par exemple. Oui. Voilà. Aujourd'hui, quand on voit Maître Gims qui a gagné une victoire de la musique avec Sapé comme jamais, il est congolais, je crois. Sapé comme jamais, la sapologie, c'est congolais. Donc il y a une vraie défense de leur culture. Et aujourd'hui, quand on voit le zouk être repris par Aya Nakamura, être repris par Niska, etc., il y a beaucoup d'artistes en Guadeloupe, de jeunes artistes qui ont vu le zouk comme un genre péjoratif, puisque l'Antillais a fini par rejeter les propres choses qui faisaient sa force. Une fois que la France a dit ça c'est de la musique soleil et c'est de la musique bête et c'est de la musique d'été, tout le monde s'est dit que c'est de la musique soleil, c'est de la musique d'été. Donc du coup, Francky Vincent on ne respecte pas, Colonel Riel on ne respecte pas, alors qu'en vrai, ils méritent le respect et on devrait justement prendre exemple et savoir comment nous on retransforme ça pour se positionner. Donc moi je pense que c'est d'abord une réalité sociétale avant d'être une réalité musicale. C'est clair, mais de toute façon, par rapport à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'ils ont vu que la puissance du groupe Kassav, parce qu'il faut le dire, d'accord, si une petite île, aussi petite que la Guadeloupe, qui en plus est une colonie française, qu'un groupe comme Kassav déjà arrive à inventer un style musical qui lui est propre. Exporter mondialement. Voilà, et exporter mondialement. Il faut bien comprendre que demain matin, il n'aurait pas voulu avoir le zouk comme identité caribéenne française. Il faut bien qu'on comprenne ce que je dis. Parce que lorsqu'on déclassifie une musique de son origine et qu'on la met musique du monde, ça ne veut rien dire. C'est comme moi, quand on vient me parler de musique urbaine, moi, ça m'énerve. Appeler le rap, la dancehall, parce que le soukous s'appelle le soukous, la salsa s'appelle la salsa, le jazz s'appelle le jazz. Musique urbaine, pourquoi? Pour définir que ça sort des cités. Ça n'a pas de sens. D'accord? Ça n'a pas de sens. Parce que si c'est ça, il faudrait que les couturiers du monde aussi, qui s'inspirent des modes de rue, lorsqu'ils arrivent chez Gauthier, tout ça, ou autre, d'accord? Il faut qu'ils donnent... Voilà. Donc, cette classification de musique du monde, moi, ça ne veut rien dire pour moi. Musique du monde, quoi? C'est quoi comme musique? En plus, c'est un espèce de fourre-tout. Voilà. Il y a des musiques de tous les pays. Est-ce qu'il ne nous faudrait pas une classification, par exemple, qui s'appellerait zouk? Puisque zouk, à la base, c'est pas... Ils ont utilisé le zouk, mais à la base, c'est un mot qui existe en créole, qui veut dire aller en soirée, donc il y a donc zouk. Oui, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on crée une classification zouk dans laquelle on mettrait toutes les musiques antillaises, par exemple? Mais je vois ce que tu veux dire, mais moi, je ne suis pas d'accord, parce que le seul problème qu'on a, il faut qu'on le dise, c'est qu'on n'aime pas ce qui sort de chez nous. Et on prend la valeur de ce qui sort de chez nous lorsque c'est exporté et que ça revient chez nous. C'est ça. Ça, il faut le dire. D'accord? Donc, le premier problème, c'est nous. C'est nous avec notre identité, notre personnalité. Et comme il a dit Dacha, quand on regarde la progression du afrobeat et tout ça, on sait que ça sort d'où, pourquoi et quelle est son évolution. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, quand j'entends la kizomba, j'entends du zouk. Mais la kizomba, c'est du zouk. Voilà, c'est du zouk congolais, voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Donc, partant de ce principe, pour terminer là, tant qu'on ne va pas s'approprier notre musique, mais pour qu'on puisse s'approprier notre musique, il faut que les DJ fassent un travail, les radios du pays fassent un travail, mais il faut aussi qu'on ait des légendes et des héros. Il ne faut pas que quand il soit mort, qu'on dise que voilà, il a été grand, il faut le faire de son vécu pour que les enfants de nos enfants puissent s'identifier aux héros de leur pays, aux légendes de leur pays. Alors j'en profite pour donner la précision justement pour le kizomba. Il faut savoir que c'est une musique qui est apparue dans les années 80, suite à l'apparition du zouk, et ils ont vraiment intégré toute un petit peu comme il y a eu l'afro-zouk et tout, donc ça a été créé à ce moment-là, mais c'est du zouk en fait. En fait, ça a été créé par Kassav un peu, la kizomba. Je crois que c'était lors du voyage de Kassav. En Angola, exactement. Oui, voilà. Et après, c'est resté et eux, ils l'ont utilisé. Mais la kizomba, ça
on va dire, explosé au niveau mondial, mais c'est une musique qui existe dans d'autres pays, mais avec chacune leur dénomination. Par exemple, en Chine, il y a du zouk chinois, je ne connais pas le nom, mais il y a du zouk chinois. Il faut savoir que ça cartonne. Hein. Les artistes, par exemple, les artistes chinois qui font des gros concerts, on pourrait les identifier ici, comme les Elton John et tout, en Europe. Eux, en Asie, ils cartonnent. Avec du zouk. Avec du zouk. Mais tu sais, excuse-moi de te couper vite fait, il y a un problème aussi. Il faudrait que... il y a eu Kassav. Et ensuite, il y a eu tous les artistes qui ont découlé de Kassav. Oui. D'accord? Et il faudrait qu'on arrête d'appeler cette période-là ça zouk rétro. Rétro, ça ne veut rien dire. Oui, ça veut dire ancien. C'est déjà avant, ancien. Donc, comment tu veux que notre génération actuellement, quand tu leur parles de rétro, ils entendent ancien? Pourquoi? Si tu leur disais. Pourquoi ils vont aller écouter un truc qui est vieux? Voilà, c'est tout. Voilà. Je sais même plus ce que j'allais dire. Je sais plus ce que j'allais dire. Je pose ma question et si ça revient. Ah voilà, je sais ce que j'allais dire. La kizomba, en fait, il y a quand même un écosystème autour de la kizomba. Donc en fait, ça revient à un problème culturel qui revient aussi à un problème économique. On peut dire ça. Quand on parle de milieu, il faudrait que le milieu, il existe. C'est-à-dire que nous, on va parler nous on appelle ça le game. Mais voilà, mais bon... Il faudrait qu'il existe. Il y en a qui existent et il y en a qui n'existent pas économiquement. Parce qu'eux, ils ont entretenu ça. Ben voilà, on entretient beaucoup de vent. Alors que la kizomba, il y a des artistes peut-être qu'on ne connaît pas comme on connaît certains artistes zouk. Mais la kizomba, je crois qu'il y a c'est des trucs de danse. Oui, il y a des cours de danse. Il y a tout un univers. Voilà, il y a des artistes qui se déplacent parce que j'ai entendu un artiste qui était allé à Dubaï. Qui avait chanté lors d'un cours de danse. Donc, et voilà, donc il y a un écosystème autour. Donc c'est normal que la musique aussi soit existante. C'est clair. Parce que lorsqu'on parle de genre musique monde, il faut savoir que si on parle des plateformes, les plateformes sont tenues par des personnes qui communiquent avec des personnes. Et quand ils communiquent communiquent pas avec des producteurs indépendants, ils communiquent avec des distributeurs ou avec des majors. Donc il faut avoir une certaine voix, un poids, et pour avoir un poids, il faut que économiquement ça tienne la route. Donc, tant qu'on ne tiendra pas la route économiquement, on ne pourra pas changer ça. Tout simplement. D'accord. Classification YouTube. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la classification YouTube? Il faut savoir que nous, on est dans la zone Caraïbe, puisqu'on est forcément caraïbéen. Et du coup, les gens qui sont en France, lorsqu'ils écoutent une musique, ça ne leur propose pas, par exemple, s'ils écoutent une musique, je ne sais pas, en ce moment, il y a NASA là, qui cartonne avec sa musique zouk. S'ils écoutent NASA, ça ne va pas systématiquement leur proposer soit un Warped ou bien un Meryl qui est dans le même genre musical. C'est l'algorithme. Voilà. Mais c'est en fonction, parce qu'il faut savoir que les algorithmes de YouTube, c'est en fonction des continents en fait que ça fonctionne. Est-ce qu'on ne pourrait pas agir sur ça ou pas? Ou est-ce que ça nous pénalise ou pas? L'algorithme YouTube, je ne suis pas un grand connaisseur, mais pour tout ce que voilà, ça fonctionne un peu comme toutes les plateformes, c'est qu'il y a des algorithmes, mais il y a aussi des playlists. Donc c'est-à-dire que là, forcément, c'est un peu, et ça revient à la même chose qui est économique, c'est-à-dire que si vous êtes une major, que vous investissez une certaine somme sur un artiste. Déjà, la major, elle a contact directement avec YouTube, directement avec... peu importe. Le producteur qui produit, je vais donner un exemple, je ne vais même pas dire NASA, je vais dire Ronisia, la nouvelle chanteuse qui cartonne en ce moment. Ronisia se retrouve à avoir un titre qui est dans les mêmes codes que Aya Nakamura et Joey Doit Filer, donc elle est dans les codes de tout ce qui se fait. Bon, il y a des codes qui vont être visuels, il y a des codes qui vont être dans l'écriture, des codes qui sont dans la composition même de l'instru, des codes que ceux qui sont à un certain niveau connaissent, enfin voilà. Et après on est dans un marché, donc c'est-à-dire que on n'est plus dans le truc où les gens se disent tu as du talent, tu fais de la musique et puis c'est bon, ça va marcher. C'est-à-dire que quand on est maître Gims, on peut se permettre de faire un Bella qui cartonne, qui est du reggaeton et peu importe. Aussi. Et parce qu'il a réussi aussi à imposer ça depuis Section d'Assaut. Mais quand on est à l'époque aujourd'hui où il y a un nouvel artiste qui va arriver, pour arriver, là je parle d'un certain niveau et du peu que je connaisse, il y a des codes et forcément c'est logique, c'est-à-dire que si moi je suis un major, je veux être sûr que ce que je vais faire va marcher. Donc forcément, si j'ai une Aya Nakamura, t'en as une autre, on sait très bien psychologiquement comment les gens y fonctionnent. Donc quand on est dans la réflexion purement économique, ben, c'est logique que nous qui sommes dans un marché qui existe sans exister, que nous on soit dans notre zone. C'est-à-dire que si vous écoutez
il y a une époque, quand vous étiez sur YouTube, vous pouviez écouter n'importe quel artiste guadeloupéen ou martiniquais ou guyanais, que la playlist vous ramenait à Kalash, puisque Kalash était quand même c'était un mastodonte. Partout, voilà. Donc, c'est logique aujourd'hui, peut-être qu'on va plus arriver à Titoff, à Meryl, etc. C'est une zone, c'est la zone Caraïbe, on ne peut rien y faire à part si on arrive, nous, à se structurer et à être indépendants, à avoir notre propre écosystème et que par la suite, ça puisse avoir des répercussions sur la France. Parce qu'il y a une autre réalité, c'est que les vues sur YouTube aux Antilles, selon les dernières informations que j'avais, donc je prends des pincettes dans tout ce que je dis, même si je pourrais être un peu sûr, mais c'est mieux, non pas, quand vous avez 1 million de vues en Guadeloupe, ça n'a pas le même prix que quand vous avez 1 million de vues en France. Mais ça, c'est une réalité encore économique, parce que ce sont des annonceurs qui payent. C'est-à-dire que si, comme mon téléphone il est de la métropole, quand je ne suis pas connecté à une Wi-Fi, j'ai beaucoup plus de publicité que quand je suis connecté à une Wi-Fi. Et il y a très peu, il n'y a pas 150 000 annonceurs aux Antilles qui paye YouTube. Voilà, quand vous êtes à Paris, que L'Oréal ou peu importe. Play et tout ça, voilà. Tout le monde veut se mettre sur, sur un donc ça reste connu. encore une réalité économique. Et c'est pour ça que justement avec Rico Deps, donc Henri Deps et fils, nous on est dans une logique d'essayer de ramener l'aspect économique réel. C'est-à-dire que j'étais même arrivé à un stade de me dire que j'allais doubler YouTube, allez, je le dis en direct, j'allais carrément en fait proposer des publicités où la publicité elle est incluse dans le clip. C'est comme si le clip il commence et vous pour placement de produit, je sais pas moi, Tropic Kiss nouveau, ben, ça commence par Tropic Kiss. Il jamais été. Voilà, c'est un placement. Exactement. Mais vous avez compris l'idée, c'est-à-dire que si vous avez un artiste comme TKMJ qui fait en moyenne 2 millions de vues, ben, il y a 2 millions de personnes qui sont obligées de regarder la publicité. Donc en fin de compte, ce qu'il dit, c'est encore de notre faute. C'est cette puissance qu'on ne met pas en avant, tu vois ce que je veux dire, et qui fait qu'effectivement on se retrouve encore éparpillé. Si tout, moi je dis des trucs simples. Si effectivement à chaque fois qu'un artiste sortait un album, en tout cas en Guadeloupe et en Martinique, on mettait hashtag Guadeloupe 971. Ça vous pèserait même sur les réseaux sociaux. Voilà, parce qu'avec moi, j'ai sorti un challenge qui s'appelait dernièrement, qui passait sur les réseaux. C'était le foot et vérité en Jalamoun. Et ne serait-ce que hashtag ça, l'algorithme de Facebook. Oui, ça fait des questions. Mais ça allait loin. Oui. Mais c'était tout bête, c'est aller très loin. Donc moi, je me dis que si nous, que ce soit les artistes, les producteurs, mais toute la chaîne musicale, les DJ qui aussi ont très gros travail, les mêmes codes, ça ne coûte rien à personne. Ça ne fera pas qu'il y en aura un qui soit plus en avant. Ça fera que la communauté guadeloupéenne, antillaise, martiniquaise ou autre sera mise en avant. Et ce qui est dommage, c'est que le bassin caribéen, d'accord, on est puissant, on a tout. Oui. Et avec cette puissance musicale, on n'arrive pas à apparaître, sortir justement de ces musiques du monde. C'est ma question. Et c'est le problème. Alors qu'en Jamaïque, ils arrivent vraiment à exporter leur musique et à avoir vraiment un genre. Là, je vois l'année dernière, c'est Michel Montana, c'est ça Machel Montano. Machel Montano, alors, pardon, qui expliquait que le zouk, parce que lui il a fait du soca avec du zouk, il expliquait que le zouk maintenant, tout le monde court derrière le zouk. Il parlait de Sainte-Lucie, il parlait de pas mal de choses dans son interview, d'ailleurs je vous invite à aller la lire, vous pouvez vous chercher sur Google, vous allez la trouver. Et donc comment ça se fait que même lui, il réalise ça, et nous on a du mal vraiment à faire des musiques mélanger et à exporter. Historiquement parlant, et c'est ce que je disais en amont, on n'a pas de héros et de légendes. On n'a pas de. Il y a eu l'invention du zouk. Tout le monde sait que c'est Kassav. Ensuite, il y a eu la génération qui tournait autour de Kassav, c'est-à-dire tous les couples avec, comment il s'appelle encore, Expérience 7. Il y avait Volteface et tout ça. Voilà, Volteface. Donc il y a eu eux, d'accord, il y a eu Kassav. Vous regardez bien ce que je dis, il y a eu Kassav, il y a eu eux. Et après ça, il y a eu... Mais il y a eu beaucoup, eu beaucoup d'artistes... Oui, mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de liaison directe. C'est-à-dire que la Jamaïque, d'accord, depuis le Nyabinghi, depuis le ska et tout ça, même et tout. il continue de faire évoluer leur musique. Et nous, on invente des choses, on crée des choses, mais à chaque fois, il y a une cassure. Parce qu'un tel veut se l'approprier et ne veut pas forcément le donner à tout le monde. Mais ce qu'on n'a pas encore compris, c'est que les gens ne sont pas éternels. Et il faut qu'on garde une certaine identité de musique. Voilà. Donc, tant que cette transmission-là, ça ne sera pas faite, ben oui, on sera là, comme il disait, on existe. Mais on n'existe pas parce qu'économiquement parlant, on n'arrive pas à maintenir cette chaîne, ce flux déjà de l'enseignement, mais ce flux aussi qui, de l'enseignement, peut apporter une économie à un pays. Nous sommes une île. Une île, c'est quoi? On pourrait vivre de la musique. C'est sa musique et son écosystème.
C'est ce qui se vend. Mais déjà, prendre l'exemple de la Jamaïque, c'est super marrant. La Jamaïque, il y a un grand nombre d'habitants qui vivent de la musique. Mais oui. C'est clair. Déjà, Bob Marley, ils ont un héros, au moins un. Ah, voilà, mais c'est ça le truc. Et c'est suffisant pour voilà. déclencher Ouais, d'autres. Quand je m'arrête là, je vélo. Moi, j'ai connu vélo quand vélo est mort. Oti Vélo. La chanson, oh, je savais que c'était un super méga tambouillé, mais parce que mon père m'a parlé de lui, mais s'il faut que je parle franchement en tant que petit garçon, j'ai entendu la Guadeloupe parler, la Guadeloupe, pas les Guadeloupéens, toute la Guadeloupe parler de vélo à sa mort. Et ça, c'est regrettable. C'est regrettable parce que demain matin, l'enfant, celui qui veut faire du car, maintenant, il va se baser sur Akio. Donc oui, sur Akio, et Akio encore, c'est loin pour lui. D'accord? Donc à plus forte raison, vélo. Mais s'il ne remonte pas à la jeunesse de ce qui s'est fait pour pouvoir comprendre ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit aller, ben, on va nulle part et on ne peut pas exister. Même on aura beau créer, sauf que comme on ne va pas déposer notre truc comme il faut, on ne sait pas se l'approprier, eh ben, ça part dans tous les sens. D'accord, très intéressant. Alors une dernière question du coup rapidement parce que l'heure est déjà presque arrivée. Le streaming, tout à l'heure on parlait du streaming. Il faut savoir que déjà nous on a un premier problème, c'est que les plateformes de streaming qui sont utilisées au niveau international, en France, aux États-Unis, tout, ne sont déjà pas disponibles aux Antilles, en Guadeloupe. Ça veut dire bon, soit faut avoir un Apple. C'est la même réalité. Oui, mais par exemple, Spotify, si je prends Spotify, il n'y a pas Spotify ici. D'accord. Et il y a beaucoup d'artistes en France, quand ils cumulent le nombre de streams et tout qu'ils ont, ils prennent en compte toutes les plateformes de streaming. Or, tout le monde n'a pas les plateformes. Ceux qui n'ont pas forcément les moyens, ou bien les parents ne vont pas forcément prendre un abonnement à 25 € ou je ne sais pas, 12 € pour un enfant. Donc, est-ce que vous pensez que ça, il faudrait revoir, par exemple, ces chiffres-là à la baisse pour que nos artistes puissent obtenir des disques d'or ou je ne sais pas. Mais revoir à la baisse, pourquoi? Pour nous, pour nos départements. Par exemple, si je prends les chiffres normaux en France, pour avoir un disque d'or, je sais plus, je sais pas du tout, il faut 50 000 vues. Mais ce que vous dites, si je prends en compte ce que vous dites, excusez-moi de vous couper, si on doit baisser le... Déjà, si on doit s'arrêter au disque d'or, c'est un prix. C'est juste un prix, c'est pour dire que tu as un disque d'or. C'est un exemple que je donnais, pour que les artistes aient une reconnaissance. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'on part du principe qu'on est défaillant. Ouais, qu'on se minimise. On est défaillant, je parle dans le streaming, pas dans la musique. Oui, mais... Ça veut dire que, est-ce que les industries musicales ne devraient pas, elles, prendre en compte lorsqu'elles font les calculs? Non, elle à prendre en compte, c'est à nous. C'est à nous de prendre en compte la réalité. C'est à nous de faire. Non, c'est pas... Alors, non, mais justement, voilà, on s'est très bien même compris. Si on veut télécharger, même si moi, demain, si je veux on n'a pas accès à la plateforme. On n'a pas accès parce qu'elle n'est pas encore réglementée ici et tout. Voilà. Mais pour qu'elle... Mais justement... Or, ce sont des plateformes qui sont prises en compte dans le calcul. Non, juste pour bien être... Or, ce sont des plateformes qui sont prises en compte dans le calcul. Par exemple, pour le disque d'or, c'est 50 000. Mais si moi, je suis en France, que ma musique, elle est sur 5 plateformes, c'est normal que j'ai 50 000. Maintenant, si je suis en Guadeloupe et qu'en Guadeloupe, il n'y a que 2 plateformes ou 3 plateformes, il me manque 2 pour atteindre mes 50 000. Donc, ma question, c'est pas baisser au niveau de l'exigence pour les autres plateformes, mais c'est est-ce que les maisons qui décernent les prix ne devraient pas prendre en compte, par exemple, si un artiste antillais a 0 sur Spotify, c'est normal puisqu'il n'y a pas Spotify aux Antilles. C'est ça ma question. Mais pour répondre vite fait, je laisse Dacha parce qu'il est un peu plus calé que moi sur ça. Moi, je vais répondre encore sur l'aspect identitaire. Tant qu'on ne va pas imposer notre style, tant que nous, on n'aura pas fait une propre économie. Parce que les plateformes ou autres, si cette plateforme n'existe pas ici, et c'est effectivement, tu as raison, Spotify, elle n'est pas ici. Donc, c'est déjà quelque chose qui nous pénalise. Oui. D'accord? Mais si tu veux, pour moi, c'est aussi de notre faute. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, pour qu'on puisse nous voir, il faut qu'on soit une puissance. Voilà. Alors, je tiens à préciser... Alors, je tiens à préciser, parce que moi, je le vois dans le milieu économique, c'est pas parce qu'on n'a rien ici qu'on n'a pas ces plateformes. C'est parce qu'il y a beaucoup de plateformes. Il suffit de voir, par exemple, PayPal. Tout le monde a une carte bleue et pourtant, PayPal, ça a été une galère pour qu'ils arrivent. Il a fallu que politiquement, il y ait une action au niveau des politiques. Parce qu'on n'existe pas encore. Si on doit parler économique, voilà, c'est ça. Là, on réfléchit par rapport à nous vers ce dont on a besoin. Mais si on se positionne à la place de ceux qui quel est leur intérêt? Quel est leur intérêt de venir nous voir? Si vous êtes face à une population qui ne consomme pas votre produit et qui en plus
Petite par rapport à... Oui, en termes, on est moins de 400 000 par département. Donc économiquement... En France, en tout, on est 2 millions, on ne pèse rien du tout en France. Quoi. Donc c'est tout. Donc pour moi, ça commence là, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne les paramètres, mais en prenant les paramètres, il ne faut pas qu'on reste juste à se plaindre, à se dire, ouais, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que par exemple... Non, mais on sait très bien compris. Est-ce que les maisons qui descendent les prix ne devraient pas, elles, prendre ça? Non, justement. Mais pour que les maisons puissent faire ça, il faut que nous fassions un travail. C'est-à-dire que vous savez, en France, il y a beaucoup de maisons de disques qui ne veulent pas travailler avec des artistes antillais parce que les artistes antillais, les productions antillaises n'ont pas une bonne réputation. Et forcément, si à chaque fois on a manqué de sérieux, je dis ou qu'on a montré nos aspects antillais qui nous font souvent défaut, c'est logique qu'au bout d'un moment, on vous laisse sur le côté. Quand vous avez un artiste, par exemple, je vais prendre un exemple, les artistes sont très rebelles. Quand vous voulez amener quelqu'un d'un point A à un point C et que la personne, par exemple, tire elle-même elle explose dans son propre pied, ce qui est souvent le cas, vous n'allez pas faire l'action 10 fois. Oui. Voilà, vous allez rester avec ce que vous maîtrisez, vous allez rester avec le marché que vous connaissez. Donc il faut juste se mettre à la place de tout le monde et nous se dire qu'il y a le côté... Je pense que le plateau est très bien fait ainsi, puisqu'il représente bien plus que moi le côté culturel, la musique, etc. Il a commencé par ça, le fait que... Voilà. Et moi, je suis plus sur la réalité économique. Et pour moi, tant qu'il n'y a pas de réalité économique palpable... ça ne pourra pas y avoir de... Mais non, on n'a pas les moyens de notre politique. Mais on veut faire de la politique. C'est ça. On veut faire des clips à 10 000 euros, mais on ne fait pas de stream. On fait pas de stream. Okay. Bon, merci. Alors, rapidement, je vais donner les offres d'emploi. Je pense que je vais vous faire revenir parce qu'il y a plein de trucs à dire. Alors, très rapidement, vous allez voir, ça va défiler, mais de toutes les façons, ce sera sur les réseaux sociaux. La compagnie, la Casa del Macrel, qui j'en trouvé, font leur casting pour leur prochaine saison qui va bientôt commencer. Donc, ils cherchent un rôle d'une petite fille, d'une serveuse, d'une patiente, d'une avocate, d'un garde du corps, d'un Armand charmeur. Alors attention, il y aura du nu au niveau du buste. Donc, mesdames, commencez à préparer vos yeux. Ils cherchent un lascar, un agent téléphonique et ils cherchent une compagne pour Patrice. Donc, pour postuler, vous appelez au 06 90 99 85 99. On va vous mettre ça sur les réseaux sociaux. Autre information aussi, vous connaissez bien évidemment Jean-Claude Barny qui a réalisé Negmaron et qui a réalisé Le Gang des Antillais. Donc ils mettent en place avec Christelle Théophile du Cinestar, donc le cinéma qui est aux abîmes, et Valérie Milon de Casting Hors du Temps, vous savez, qui produit la série ADE, la série, voilà exactement. Ils mettent en place un masterclass de 5 jours réalisé par Jean-Claude Barny pour les futurs réalisateurs et les talents de demain. Et ça aussi, on vous mettra l'information sur les réseaux sociaux. Le masterclass commence le 23 novembre. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci pour votre présence en plateau. Avec plaisir partagé. Voilà. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.